Churchill en parlait comme d'une énigme insaisissable, auréolée de mystère. Ce pays occupait 1/5 de la surface terrestre, s'étirait d'est en ouest sur près de la moitié du globe et allait du pôle Nord aux frontières de l'Inde. Presque 3 fois les États-Unis, plus de 22 millions de kilomètres carrés. Le soleil ne s'y couchait jamais. Quand il faisait nuit à l'ouest, dans la ville de Leningrad, qui vient de retrouver son nom d'avant la Révolution, Saint-Pétersbourg, le jour se levait sur les frontières est, sur les terres glacées du détroit de Bering, à 110 km de l'Alaska, où la température passe de 35 degrés en été à -35 en hiver. Ce pays gigantesque a été pendant 70 ans l'Union des républiques socialistes soviétiques, une immense terre de contrastes et de conquêtes. Le sous-sol renfermait d'importants gisements d'or, d'argent, de cuivre, de fer, d'étain, de soufre, de magnésium. Ces forêts couvraient des millions d'hectares et représentaient un quart des réserves de bois de la planète. On trouvait de la houille et une des plus importantes réserves de pétrole du monde. Il y avait aussi du fer et des aciéries qui en tiraient les outils de la paix ou les armes de la guerre. Des complexes sidérurgiques comme celui de Magnitogorsk, le plus grand du monde. Des immenses plaines fertiles, des steppes, les terres de Géorgie et d'Ukraine qui produisaient à foison céréales, fruits, tournesol, coton, et où les machines agricoles modernes récoltaient froment, avoine, seigle, orge, afin de nourrir 250 millions de personnes. Des troupeaux qui rivalisaient avec ceux du Texas. Du raisin, du tabac, du coton cultivés dans les terres ensoleillées du sud et ramassés à la main. C'était un pays très religieux, mais le gouvernement soviétique prônait l'athéisme et avait remplacé un dieu à l'image de l'homme par des hommes pareils à des dieux. On employait parfois à tort le terme de Russie. L'Union soviétique était en réalité un ensemble de nationalités qui parlaient 150 langues différentes, une véritable tour de Babel. Et comme cela a souvent été le cas dans son histoire, ce vaste territoire et cette mosaïque de peuples étaient dirigés par un gouvernement central à la fois sévère et généreux. Les Russes, descendants des premiers colons, représentaient la moitié des Soviétiques. Mais l'Union soviétique avait été constituée en dépit des frontières nationales et historiques. Il y avait les Cosaques, les célèbres cavaliers du bassin du Dniepr. Au sud-ouest, les Ukrainiens, dont les terres étaient auparavant le grenier de l'Union soviétique et qui ont maintenant formé un État autonome. Leurs voisins, les Moldaves, qui descendent des Roumains et non des Russes. Et encore la Biélorussie et la Bessarabie sur la mer Noire. Et les vieux massifs montagneux du Caucase, avec leur mélange de religion et de culture, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, la Tchétchéno-Ingouchie. Le grand désert du Turkestan, l'Ouzbékistan, peuplé de musulmans aux frontières du Pakistan et de l'Afghanistan. Les Mongols, descendants des guerriers de Gengis Khan.
les Turco-Tatars, les Bouriates et les Yakoutes, bien au-delà de l'Oural. Et enfin les peuples du Nord, les chasseurs de Carélie, les Lapons, les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens. Les gens vivaient aussi bien dans des igloos que dans des chaumières, des villages médiévaux ou des villes qui n'ont rien à envier à celles du reste du monde. Moscou, par exemple, avec sa forteresse, le Kremlin, siège du pouvoir. Ou Saint-Pétersbourg, avec ses canaux et son ambiance européenne. La diversité culturelle et artistique reflète bien l'histoire complexe de la Russie. Pendant 10 siècles, ces nations et ces peuples se sont unis, séparés, réunis. On attribue au prince Rjurik, venu de Scandinavie, la première union russe en 862. Une union toute relative. Malgré un patriotisme profond, un respect du passé et une grande force spirituelle, la Russie a toujours été un pays composé d'individus. Jeunes mariés, paysans, infirmières, ingénieurs, laveurs de carreaux, vendeuses, femmes au foyer, employés de poste, speakers, hôtesses de l'air, scientifiques, dactylos. L'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, c'est une lutte incessante entre la soif de liberté individuelle et le besoin d'une force collective conduite par un pouvoir autoritaire. La Russie a été souvent envahie au cours de son histoire, au sud par les Mongols, à l'ouest par les Goths, les Huns, les Avars, les Bulgares. En 1242, l'ordre des chevaliers teutoniques envahit et occupa la ville de Pskov, au nord. Sous la conduite de leur grand maître, les chevaliers allemands réduisirent en esclavage toute la population de la région, y compris de la capitale Novgorod. En cette heure de péril, le peuple russe se tourna vers son prince. C'était Alexandre Nevski. Sous sa conduite, les habitants de nombreuses villes et principautés se regroupèrent pour repousser l'envahisseur. Et le 5 avril 1242, sur le lac gelé de Peipus, les forces russes unies affrontèrent les combattants allemands puissamment armés. Les Russes n'étaient pas aussi bien organisés ni aussi bien équipés. La plupart des soldats étaient de simples paysans ou marchands. Ils réussirent néanmoins à repousser l'agresseur et la bannière allemande disparut dans les glaces. Les envahisseurs se noyèrent par centaines dans le lac gelé. Nevski dit aux Russes, « Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. » Après lui vint le temps des tsars. Le tsar Ivan III libéra son pays du joug mongol. Son petit-fils devint grand prince de Moscovie en 1533. Suite à ses conquêtes et à son autorité, ce prince reçut un surnom signifiant qu'il était à la fois redoutable et féroce. Par la suite, il devint soupçonneux, voire même criminel. On l'appela Ivan le Terrible. Ivan étendit le pouvoir de la Moscovie aux provinces de Kazan, Astrakhan et à une partie de la Sibérie. Il contourna le pouvoir des boyards, l'élite des princes, pour le confier à des personnalités locales issues des classes populaires. Mais celles-ci abusèrent souvent de leur pouvoir. Ivan faisait confiance à peu de gens. Sa mère avait été empoisonnée quand il était enfant, et la même chose était sans doute arrivée à sa première femme. Il était très autoritaire, mais tenait compte de la Douma, l'assemblée des représentants locaux. Ce personnage contradictoire s'était autoproclamé tsar de tous les Russes. Pierre le Grand était brillant et violent, fasciné par la beauté et la souffrance. Il mit en déroute l'envahisseur suédois à Poltava et permit la création de la première marine russe moderne. Fasciné par l'Europe, il décida de construire Saint-Pétersbourg. Il en parlait comme d'une fenêtre ouverte sur l'Europe.
et engagea des architectes français et italiens qui conçurent une ville dont la beauté et l'élégance surpassent celles de Venise ou d'Amsterdam. Les édifices portent toujours les armoiries de la famille Romanov. La dynastie commença avec Michel Romanov en 1613 et elle comprend Catherine Ier, une domestique que Pierre le Grand avait épousée, qui prouva qu'une femme pouvait diriger la Russie en étant ferme et juste. Catherine II la Grande, d'origine germanique, fut une des impératrices russes les plus respectées. Elle avait confisqué le pouvoir à son mari débile. Elle correspondit avec Voltaire, elle encouragea l'émergence de la littérature russe, mais aggrava le sort des serfs et fit la guerre à la Turquie et à la Pologne. Elle annexa la Crimée, mais les conflits entre le gouvernement russe et la population locale, puis l'intervention de la Turquie, de l'Angleterre et de la France, menèrent à la sanglante guerre de Crimée de 1854. Elle dura 3 ans et fut un désastre pour les troupes russes et leurs vieux fusils à pierre contre les fusils anglais modernes. En 1807, après avoir perdu contre Napoléon la bataille de Friedland, le tsar Alexandre Ier signa un traité de paix sur un radeau amarré à Tilsit. L'empereur français appréciait le tsar et avait même songé à épouser sa sœur pour former une alliance. Mais 5 ans plus tard, Napoléon traversa l'Europe pour conquérir la Russie avec sa grande armée composée de 500 000 hommes. Ils traversèrent tout le continent, mus par la soif de pouvoir inextinguible de l'empereur français. Mais l'armée du tsar, dirigée par le général Koutouzov, priva Napoléon de sa victoire. Moscou fut incendiée. On pratiqua la politique de la terre brûlée, ne laissant rien que son immense armée pût voler ou manger. Mais bien des guerres et des révoltes allaient ensanglanter le siècle d'histoire à venir. La révolution industrielle du 19e avait atteint la Russie, mais au début du 20e siècle, le pays reposait essentiellement sur l'agriculture. Malgré l'abolition du servage en 1861, sous Alexandre II, les paysans vivaient encore comme au temps d'Ivan le Terrible. Un travail mécanique pratiquement inexistant, une main-d'œuvre bon marché et les propriétaires terriens qui s'enrichissaient. L'expansionnisme de l'Allemagne impériale entraîna de nouveau la Russie dans une guerre. Malgré les liens de famille unissant la reine Victoria, l'empereur allemand et le tsar, leurs relations se détériorèrent. La complexité des traités de défense et l'hostilité historique de la Russie et de l'Allemagne laissaient présager qu'ils se retrouveraient dans des camps opposés. Pour affaiblir le pouvoir du tsar, les Allemands soutenaient le révolutionnaire Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Il était secondé par Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky, un orateur persuasif et véhément, ainsi qu'un excellent organisateur. La Russie était en état de siège, à l'intérieur comme à l'extérieur, et Lénine avait sa propre interprétation des œuvres de Marx et Engels, et particulièrement du Capital. Selon Marx, dans les pays industriels, la classe ouvrière allait se soulever contre les patrons capitalistes et créer le communisme. Mais selon lui, une pareille révolution ne pouvait se produire en Russie insuffisamment industrialisée. Lénine, lui, plaçait ses espoirs de révolution dans la paysannerie. En décembre 1916, un complot de militaires et de nobles décida d'assassiner Raspoutine afin d'affranchir le tsar de son influence et de sauver le trône. Mais cela ne servit à rien. Les grèves spontanées et les manifestations d'opposition continuèrent. Nicolas II abdiqua. En février 1917,
Après une révolution peu sanglante, la Douma se réunit et un gouvernement provisoire démocratique fut constitué. Des militaires rejoignirent la révolution. Partout, de Saint-Pétersbourg jusque sur les lignes de front, on but, on célébra l'événement. Le peuple était libre. La guerre allait bientôt s'arrêter. Ce serait la fin des puissants, de la police secrète, des privations. Mais le nouveau gouvernement provisoire était chaotique. Composé de tsaristes, d'anarchistes se méfiant de toute forme de gouvernement, de militaristes partisans d'un État fort, de modérés favorables à une démocratie à l'anglaise, de gauchistes comme les mencheviks qui voulaient donner le pouvoir aux travailleurs. Le parti bolchevique de Lénine appelait à donner tous les pouvoirs aux soviets, de petits groupes radicaux qui suivaient la ligne du parti. Un avocat éloquent, Alexandre Kerensky, prit la tête de ce gouvernement instable et dut faire face à des attaques continuelles. Les bolcheviks interrompaient les réunions, demandant à Kerensky de remettre le pouvoir aux soviets. La tentative de coup d'État d'un général de droite conduisit Kerensky à relâcher plusieurs centaines de bolcheviks emprisonnés. C'était une erreur. Mus par les promesses de Lénine, la paix et le pain, les bolcheviks, sous la direction de Trotsky, s'emparèrent du palais d'hiver et Lénine prit le pouvoir. En russe, bolchevique signifie majoritaire. Ce n'était alors pas le cas. Lénine savait que son parti ne pouvait pas gagner des élections libres. Leurs résultats auraient été beaucoup plus nuancés. Pour faire de sa révolution une réalité, Lénine ne pouvait tolérer ni compromis ni divergence. 41 millions de personnes votèrent lors des premières élections nationales de l'histoire russe, mais les bolcheviks ne recueillirent qu'un quart des suffrages. La nouvelle assemblée se réunit, vota contre les propositions bolcheviques et proclama une république démocratique et indépendante. Le lendemain, l'assemblée était encerclée par l'armée. Une autre figure sortait de l'ombre, Joseph Staline. Lénine et ses partisans craignaient toujours le retour du tsar Nicolas ou d'un héritier. Pour mettre un terme à la dynastie Romanov, Nicolas, Alexandra et leurs enfants furent exécutés. Leurs corps furent jetés dans un puits et brûlés à la chaux vive. Le bruit courut que la princesse Anastasia avait échappé à l'assassinat, mais non, les Romanov n'existaient plus. La mort continuait à frapper massivement sur le front. Il y eut en tout plus d'1 700 000 morts du côté russe. Le gouvernement allemand avait soutenu Lénine, lui fournissant de l'argent pour ses brochures, ses affiches, ses journaux. Ses opposants ont souvent déclaré qu'il était à la solde de Wilhelmstrasse, mais Lénine était simplement pragmatique. Il acceptait l'argent de l'ennemi, quitte à lui tourner le dos quand il n'en aurait plus besoin. Sa femme Krupskaya partageait son engagement. Et elle vécut avec Lénine l'exil en Sibérie. Le peuple payait un lourd tribut à la guerre civile. Des bolcheviks sabotèrent des trains de ravitaillement destinés aux Russes blancs. À la demande de l'armée blanche, un corps expéditionnaire américain occupa la Sibérie. Le gouvernement soviétique n'allait jamais oublier cette invasion américaine, même si aucun coup de feu n'avait été tiré. Certains militaires défendaient la Nouvelle République, d'autres restaient fidèles aux idéaux du tsar et à la patrie. D'autres encore hésitaient entre les politiques de Lénine, Kerensky et la Douma. Les Blancs, fidèles au tsarisme, combattaient l'armée rouge composée des partisans des idéaux communistes. L'armée rouge tirait peut-être son nom, comme la place rouge, d'un adjectif qui signifiait autrefois en russe « belle ». Mais le rouge symbolisait aussi le sang des patriotes, comme sur le drapeau de bien des pays où figure cette couleur. Usant de manœuvres, Lénine rassembla suffisamment d'ouvriers, d'intellectuels et de militaires pour le soutenir dans sa course au pouvoir. L'homme chauve à la barbiche devint le symbole de la liberté et de l'utopie à venir.
La guerre continuait. Les soldats russes reculaient ou rentraient tout simplement chez eux. Connaissant l'importance de l'antisémitisme en Russie, Trotsky, qui était juif, avait offert à Lénine de se retirer. Lénine, qui appréciait son intelligence et son dynamisme, refusa. À Brest-Litovsk, Trotsky négocia avec les Allemands un traité draconien. La Russie perdait les pays baltes, l'Ukraine, la Finlande et une partie du Caucase. Mais elle n'était pas en position de discuter. Lénine voulait signer la paix avec les Allemands et arrêter la guerre afin de renforcer son influence sur un gouvernement fragile. Les gauchistes voulaient étendre la révolution à l'Europe pour éliminer l'influence capitaliste. Les partisans de la droite étaient prêts à se battre jusqu'au dernier contre une armée allemande honnie. Les modérés demandaient une paix digne et une république dans laquelle tous les peuples seraient représentés. Moscou devint capitale, mettant une distance entre Saint-Pétersbourg, la tsariste, et les rêves d'avenir socialiste. En 1922, une hémorragie cérébrale écarta Lénine du pouvoir, mais pas du devant de la scène. Des affiches où figuraient les héros de la Révolution jouaient le rôle de nouvelles icônes. Lénine y était le plus représenté. Pendant 74 ans, on verrait ses portraits partout, jusque sur les paquets de cigarettes. Un temps, Trotsky fut lui aussi adulé, jusqu'à ce qu'on décide de le supprimer. Les pays voisins de la Russie devinrent des États socialistes et fin 1922, ces républiques furent réunies dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Nationalistes, modérés et même gens de gauche étaient désormais ses ennemis. Félix Dzerzhinsky devint chef des organes de sécurité. La Tchéka fut créée, une police secrète dont la brutalité dépassait même celle de l'Okhrana du tsar. La prison, les chaînes, les exécutions, l'exil en Sibérie, que le tsar avait fait subir à Lénine, étaient des peines et une peur courante. La Tchéka devint ensuite le GPU, puis le NKVD, le MVD et enfin le KGB. Contrairement à ce qu'affirmait la propagande, Lénine se méfiait de Staline. Et jusqu'à sa mort en 1924, il exprima dans sa correspondance sa crainte que Staline n'abusât de son pouvoir s'il prenait les rênes du nouvel État. Mais Staline était un grand manipulateur, et alors que le pays pleurait ses morts, lui rassemblait ses fidèles pour éliminer ses rivaux. Le corps embaumé de Lénine devint un monument au nouvel ordre socialiste, installé dans un mausolée de marbre sur la place Rouge. Trotsky était en désaccord avec Staline, son ministre Molotov et le chef de la police secrète Beria. Les affiches représentaient des paysans et des ouvriers heureux, mais tous les partis, hormis le Parti communiste, furent interdits. Toutes les décisions devaient être revues à la lumière de la pensée de Lénine dans l'interprétation qu'en faisait Joseph Staline. Staline invoquait sans cesse le nom de Lénine. Pourtant, il perdait de vue les idéaux de la Révolution, devenant un tsar communiste. Les contestataires, devenus des ennemis de l'État, étaient écartés du pouvoir, emprisonnés ou exécutés. Staline décida que son pays devait être débarrassé des opposants, y compris des premiers révolutionnaires comme Zinoviev, Kamenev ou Trotsky. Trotsky fut écarté. On réécrivit l'histoire pour occulter son rôle dans la révolution, jusqu'aux photographies qui furent retouchées pour l'éliminer de la mémoire russe. Staline lui ordonna de quitter le pays. Pour soutenir le communisme et combattre Staline, Trotsky voyagea en Turquie, en France, en Norvège, puis au Mexique, où il finit par s'installer dans une propriété gardée. En 1940,
Un agent de Staline fit irruption dans son bureau et l'assassina à coups de pique dans le crâne. Purge politique, faux procès, assassinat, les Occidentaux voyaient le Kremlin comme un palais mystérieux où régnait le mal et la conspiration. En réalité, c'était le cœur et le cerveau de l'URSS. Ces murailles abritent la cathédrale de la Dormition, où les tsars étaient couronnés, celle de l'archange Michel, où furent enterrés les tsars, et le Grand Palais, édifié au début du 19e, et refait pour abriter le Soviet suprême, le Soviet des nationalités, des musées et des bureaux. Le Kremlin tout entier relate la saga de l'histoire russe. Les palais tsaristes furent conservés pour rappeler la folie dépensière des tsars, mais aussi comme un objet de fierté. L'écrivain Maxime Gorky disait « Cette beauté témoigne de la grandeur de l'âme humaine. C'est notre histoire, notre fierté, le sol dans lequel s'enracinera notre nouvel art national. » D'autres arts furent encouragés par les communistes, malgré les restrictions. Serge Diaghilev fonda le ballet moderne en 1901. Des œuvres de Tchaïkovski comme La Belle au bois dormant, Casse-Noisette et Le Lac des Cygnes furent interprétées par les ballets russes et le ballet de Moscou. La tradition fut poursuivie avec le ballet de Moscou qui donna des stars internationales comme Rudolf Nureyev et Mikhaïl Baryshnikov. Le compositeur Igor Stravinsky révolutionna la musique avec le Sacre du printemps. Les plans quinquennaux de Staline des années 20 et 30 engendrèrent des réalisations techniques où utilité et splendeur se rejoignaient, par exemple pour le métro des grandes villes. Loin d'être purement utilitaires comme à New York ou à Londres, les stations de métro russes ressemblent souvent à des musées vivants, avec leurs peintures, leurs sculptures et leur architecture soignée. Cette réussite technique et esthétique fut un véritable coup de maître pour le ministre des Transports, Nikita Khrouchtchev. En 1927, moins de 10% des membres du Parti communiste avaient reçu une éducation supérieure et les paysans illettrés étaient légion. L'école fut déclarée obligatoire. Les leçons évoquaient toujours les fondateurs du socialisme russe, Marx, Engels et Lénine. À ce panthéon vint s'ajouter une autre divinité, Joseph Staline. Mais ce dieu ne se déplaçait qu'en limousine blindée. En 1928, Staline lança l'industrialisation du pays. Un plan quinquennal assigna des normes irréalisables, mais qui stimulèrent une population épuisée par la guerre. De gigantesques centrales hydroélectriques furent construites. Les syndicats furent interdits. On ordonna aux ouvriers d'augmenter leur production de 100%. La production de pétrole et d'acier augmenta effectivement, mais resta très en deçà des prévisions. On trichait. La production réelle restait identique ou baissait, mais sur le papier, les normes étaient atteintes. Tour à tour maussade ou sociable, convaincu du bien fondé de son projet, Staline était une sorte de tsar pour le meilleur et pour le pire. Basé à Moscou, le Comintern, l'internationale communiste, essayait de disséminer la révolution dans le monde entier. Il faut dire que le désespoir engendré par la crise de 29
rendait le communisme très attirant pour tous ceux dont la vie avait été brisée par la faillite du capitalisme. Dans les années 30, des centaines de milliers de personnes adhérèrent au Parti communiste américain. Mais dès que certaines réformes furent adoptées, comme celle de l'aide sociale, le nombre d'adhérents chuta. Dans les années 50, il ne comptait plus que quelques irréductibles. En Allemagne, Adolf Hitler écrivait « Quand nous parlons d'un nouveau territoire, nous devons penser à la Russie. Le destin lui-même nous montre la voie. » Hitler joua sur la fierté allemande pour provoquer la guerre, une revanche à l'humiliation de 1918, et appliqua le nazisme, un régime dictatorial fondé sur la fierté nationale, l'antisémitisme et bien sûr l'anticommunisme. L'URSS adhéra à la Société des Nations dans l'espoir d'éviter la guerre. Mais alors que certains pays réclamaient l'usage de la force pour stopper l'agression, l'Allemagne, l'Italie et le Japon quittaient la Société des Nations pour régler les conflits à leur façon par la guerre. En 1939, Staline choqua nombre de ses partisans sincères en signant un traité de non-agression avec l'Allemagne. La Russie put ainsi gagner du temps pour préparer sa défense, mais cela permit aussi à l'Allemagne d'envahir l'Autriche, la Tchécoslovaquie puis la Pologne. La marche vers l'Est des nazis fut interrompue par la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Les Allemands se retournèrent vers l'Ouest, envahissant la France et harcelant l'Angleterre. L'état-major d'Hitler se servait de la peur du communisme pour faire sa propagande. L'idée socialiste d'égalité était quelque chose qu'Hitler ne pouvait supporter et encore moins tolérer en Allemagne. C'était contraire à sa croyance en une race supérieure. Les ennemis traditionnels de la Russie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie s'allièrent bientôt à l'Allemagne. Le gouvernement réactionnaire hongrois, dirigé par l'amiral Horthy, la Roumanie, gouvernée par le jeune prince Michel, mais secrètement manipulée par le pro-allemand Antonescu, et la Bulgarie, où régnait le roi Boris, qui partageait les idéaux du national-socialisme, tous se soumirent aux nazis. Quand les peuples de ces pays se soulevèrent, leurs dirigeants invitèrent rapidement les Allemands à venir rétablir l'ordre. Le temps pressait pour Staline. L'URSS était entourée d'ennemis à l'ouest et craignait le Japon à l'est. Les usines toutes neuves, destinées à construire les outils de la paix, allaient devoir fabriquer les armes de la guerre. Dans toute l'URSS, on mobilisa des hommes pour servir dans l'armée rouge. Beaucoup furent fiers de le faire, mais des milliers refusèrent de combattre pour un pays qui ne leur offrait aucune liberté. Le front nazi s'étendait de la mer Noire à la Finlande et à la côte de la Baltique. Lors de la guerre éclair, les armes allemandes avaient prouvé leur supériorité sur celles de tous les autres pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la France. La machine nazie semblait impossible à arrêter. Le 22 juin 1941, les nazis attaquèrent 5 régions en même temps. C'était le début de la bataille de Russie. Plus de 2 millions d'hommes, 200 divisions, s'élancèrent sur un front de plus de 3000 km pour anéantir l'armée rouge et rayer l'URSS de la carte. Le gouvernement fut évacué à Kuibychev, à plus de 1000 km à l'est. Hitler clama que l'ennemi avait été brisé et ne pourrait jamais se relever. Les nazis avancèrent, occupant 800 000 km² du territoire russe, l'équivalent de la taille du Middle West.
La vieille politique de la terre brûlée priva les troupes allemandes affamées de nourriture et d'approvisionnement. Les immenses plaines russes faisaient obstacle aux troupes qui approchaient et les anciennes cités devinrent de véritables champs de bataille. Dans chaque ruelle on tirait, dans chaque maison on s'embusquait. Disposant de peu de grenades, les Russes en improvisèrent à partir de bouteilles d'essence et de chiffons enflammés. Elles furent baptisées « cocktail Molotov », en référence au ministre des Affaires étrangères de Staline. Odessa, la ville de la révolte de 1905, fut assiégée par les Allemands pendant 2 mois. En tenant la ville, les Russes empêchaient le front nazi de pénétrer en Crimée. Les soldats et les habitants de Sébastopol, la base navale de la mer Noire, résistèrent avec un grand courage. Il y eut 8 mois de bombardements, de pilonnage et de tirs, et de nombreuses victimes. Mais l'armée rouge s'accrochait à son port. Rue après rue, maison après maison, l'armée nazie et l'armée communiste se battaient pour leur pays et leur propre vie. L'armée rouge donnait une leçon de vulnérabilité à l'invincible armée de la race supérieure. Des millions d'Allemands périrent. L'assaut continuait. Malgré la censure du Kremlin, les soviétiques savaient que la situation était désespérée. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est celle du peuple russe tout entier, et pas seulement pour éliminer le danger qui nous menace. La propagande familière des affiches avait pris un ton nouveau. Elle prônait la haine de l'envahisseur, appelée à la résistance. L'égalité des sexes était désormais une réalité. Dans ce pays patriarcal, les femmes combattaient et mouraient aux côtés des hommes pour défendre la mère patrie. Quand elle battait en retraite, l'armée rouge emportait tout ce qu'elle pouvait, nourriture, véhicules, matériel, le reste était détruit. La grande centrale hydroélectrique d'Ukraine, fierté de Staline, fournissait beaucoup d'énergie, ce qui aurait pu faciliter la conquête nazie. On choisit de la détruire plutôt que de l'abandonner aux Allemands. Staline utilisait le sentiment national pour consolider l'effort de guerre. « Que le courage de nos grands ancêtres vous inspire dans cette guerre », disait-il au peuple. Et il rappelait la formule qu'Alexandre Nevski avait prononcée 700 ans auparavant, « Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée ». Le rude hiver russe fut à nouveau un obstacle à l'envahisseur. Les églises et les synagogues fermées par le gouvernement athée furent de nouveau ouvertes pour donner force, réconfort et ardeur au combat. Les civils devinrent de véritables guérilleros, sabotant les camps nazis, détruisant les voies ferrées, montant des embuscades. Mais il y avait plus d'1 million de déserteurs. En effet, les nazis avaient promis l'indépendance à des républiques comme la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, l'Arménie, le Turkestan. Et des milliers de gens avaient préféré la promesse nazie à la dictature communiste. Après la guerre, ils furent emprisonnés, déportés, ou exécutés pour collaboration ou trahison.
Les victimes étaient innombrables. Toute une génération d'hommes fut anéantie pendant cette guerre, le second conflit mondial en moins de 25 ans. À nouveau, il arrivait aux survivants d'envier les morts. Les filles russes avaient souvent été violées, torturées ou mutilées par les soldats nazis. La réaction des Russes fut violente. Les collaborateurs furent capturés et pendus. Et pour certains, cette vengeance restait encore trop douce. Moscou, Leningrad et même la ville récente de Stalingrad se préparaient au combat. Les enfants participaient eux aussi. L'hiver rigoureux, un blocus total et des bombardements constants décimèrent les habitants de Leningrad et Stalingrad. Les gens mouraient de froid dans les rues ou se terraient dans leurs chambres gelées. Enfin, une voie de ravitaillement fut ouverte et le siège fut rompu. La vie recommença dans les villes encerclées. Une contre-offensive massive repoussa l'armée allemande épuisée dans les plaines russes, puis en Pologne, dans les pays baltes et enfin jusque dans les forêts de l'Allemagne. Lors de la conférence de Yalta, Roosevelt et Churchill laissèrent à Staline les pays baltes pour qu'il joue le rôle de tampon en cas d'agression. Staline s'engagea à autoriser des élections libres dans les territoires occupés et à entrer en guerre contre le Japon. Les forces alliées prirent et occupèrent Berlin, laissant à l'armée rouge le temps de savourer son triomphe et de se venger. Les prisonniers allemands furent contraints de défiler dans les villes russes sous les huées de la foule. La victoire suscita une fierté et une joie méritées. En Russie, on ne parle pas simplement de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la Grande Guerre patriotique. Bien que sa stratégie ait coûté la vie à des millions de ses compatriotes, Staline fut acclamé comme le sauveur de son pays. Des monuments à la mémoire des millions de victimes furent érigés dans tout le pays. La tradition voulait que les jeunes mariés s'y arrêtent pour leur rendre hommage. Les habitants de l'Union soviétique pouvaient enfin souffler et se tourner vers l'avenir.